Bonsoir les amis, ou bonjour, c'est Pascal Tréfingui depuis Rio de Janeiro. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le, c'est ici que ça se passe. Si vous aimez liker, puis si vous n'aimez pas, je vous avertis, c'est un très mauvais karma. Non, je rigole. Ou alors je vous envoie Maurice. Ah non, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'ait pas fait sur Running Gap. Connaissez Maurice? Die. Eh oui, Maurice il reviendra bientôt, il a encore deux choses à nous dire sur le grand Zionta à nous autres. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui passe dans les foules, c'est cette grande histoire d'amour entre les Bretons et les Chinois. En effet, la culture bretonne, la culture mégalithique bretonne, la culture celtique bretonne, elle a un très très grand ami depuis longtemps, c'est la Chine. Que ce soit la Chine impériale ou que ce soit la République populaire de Chine avec le camarade secrétaire président Xi Jinping, c'est une grande histoire d'amour au public et au privé qui relie les Bretons et les Chinois. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va voir pourquoi, avec un certain nombre de documents. Si on reprend la grille de lecture de la Bible et du Coran, on nous dit qu'après le déluge, que ce soit le déluge de Noé ou le déluge de Gilgamesh dans la tradition sumérienne, il y a eu des survivants, et que ces survivants, il n'y en avait pas un nombre extraordinaire. Il y en avait en haut des montagnes, il y en avait des endroits privilégiés de la planète. Et au Moyen-Orient, sur le mont Ararat, en Turquie actuelle, une grande arche dont on retrouve encore la trace d'ailleurs. Il y a des traces archéologiques de l'arche de Noé. Je vous mettrai un petit lien pour que vous alliez le voir dans les archives oubliées, cette fameuse série de Radio-Canada qui a enchanté toute ma jeunesse et toute la jeunesse québécoise dans les années 90. Ce conte ou cette histoire de Gilgamesh ou de Noé nous raconte que, un valeureux survivant, un survivant de cet empire très très grand qui se situait au large de l'Afrique, la Lémurie ou l'empire de Mu, un de ces survivants est monté dans un bateau, dans une arche qu'il avait fabriquée, nous dit la Bible et nous dit l'épopée de Gilgamesh, dans laquelle il avait placé la plupart des animaux domestiques des animaux qui avaient été domestiqués par l'homme, le cheval, etc. Les chèvres, les vaches, les cochons, les veaux et les poules. Et il est passé un certain nombre de jours sous ce grand déluge, et puis sa barque, son grande arche s'est accosté sur le mont Ararat. Que s'est-il passé? Ça dépend de la version, celle de Gilgamesh ou celle de Noé dans la Bible, ou de Noé dans le Coran. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait 3 fils. Il y avait Sem, le père fondateur du sémitisme, l'ancêtre des sémites. Il y avait Japhet, ou Japhet, qui était
eh bien, l'ancêtre des Asiatiques en général, c'est-à-dire y compris toute cette civilisation du nord de l'Europe, hein, qui comprend les Bretons et aussi les Chinois de l'autre côté. Eh bien, génétiquement, on est liés, la génétique le démontre. Et savez-vous que la tradition chinoise est claire? Le premier empereur, l'empereur jaune, il avait un premier ministre, celui qui a mené la civilisation en Chine. Et cet empereur, donc le premier ministre de cet empereur, il était blanc. Et il venait, selon le mythe, eh bien, de l'île de Quatre, qui traditionnellement, eh bien, désigne l'Irlande. Ceci veut dire que c'est quelqu'un de la civilisation mégalithique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, en règle générale de la Grande-Bretagne, qui a apporté la civilisation en Chine il y a un peu plus de 7000 ans. Donc nous avons des liens très anciens, des liens génétiques, des liens culturels et des liens mythiques en tant que descendants de Japheth. Le troisième fils de Noé, c'est Cham. Rien à dire sur Cham, il est l'ancêtre de la plupart des Africains. Il est aussi l'ancêtre de Couche, hein, de cette grande civilisation qu'il y avait au sud de l'Égypte et qui donnera plus tard l'Égypte pharaonique, les Kémites, qui sont devenus donc les Sémites, étant eux-mêmes plus au nord, donc dans la basse vallée du Nil. Toute la haute vallée du Nil, c'était l'empire de Couche, et il y avait également d'autres descendants de Cham qui étaient positionnés tout le long de l'Afrique et une partie du Moyen-Orient. Que s'est-il passé pour Cham? Eh bien, le conte nous dit que Noé était ivre et puis que Cham s'est payé sa tête et que Sem et Japheth ont couvert. Sem a eu le réflexe d'appeler Japheth, ils ont pris une grande couverture, un manteau, ils ont couvert leur père. Qu'est-ce que Noé a dit dans son ivresse que Cham ne devait pas savoir? Était-ce l'origine de l'homme, une origine à 50% non humaine? Le conte ne le dit pas, mais le mystère est souvent évoqué dans les cercles kabbalistes quant à l'origine de l'être humain. Les recherches de Zecharia Sitchin révèlent qu'au début de la civilisation, il y avait un peuple d'êtres supérieurs qu'on appelait les Anunnaki, qui signifie ceux qui viennent du ciel pour descendre sur la terre. Si effectivement dans notre système solaire il y a eu une race d'êtres intelligents beaucoup plus vieille que la nôtre, il faudrait repenser beaucoup de nos concepts et en particulier la question de nos origines. D'où venons-nous? Sommes-nous le produit de manipulation génétique? Cette hypothèse, qui veut que la science moderne ne fasse que retrouver le savoir des anciens, pousse plusieurs scientifiques à chercher ce qui a peut-être été perdu au fil des millénaires. Grâce à l'archéologie, nous savons maintenant que la première civilisation est née il y a 6000 ans. Avant celle des Grecs, celle des Mayas et celle des Incas. Cette civilisation est née entre l'Euphrate et le Tigre, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. On appelait cette terre Sumer et ses habitants les Sumériens. Dans la Genèse, on l'appelle Shinéar. Depuis des siècles, les spécialistes de la Bible ignorent les références bibliques qui concernent ces royaumes anciens, où ils les traitent comme des légendes. Grâce à l'étude des vestiges du passé et des langues anciennes, plusieurs spécialistes de la Bible croient maintenant que ces références dans l'Ancien Testament sont en fait des récits historiques authentiques de civilisations qui ont connu des heures glorieuses. Si on lit la Genèse, on apprend que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre et a pris sa hanche pour créer Ève. Ce récit serait un très court résumé de l'histoire que l'on retrouve dans les documents provenant de Babylone et de Sumer. Ces textes anciens révèlent une histoire très complexe à propos d'êtres qui n'étaient pas des humains et qui ressemblaient à des dieux. Ces êtres nous auraient créés dans un but précis. Les recherches de Zecharia Sitchin l'ont conduit dans ce temple vieux de 6000 ans, situé dans l'ancienne ville d'Erech.
Avant qu'on ne la découvre il y a 150 ans, on ne connaissait cette ville que d'après quelques passages de la Bible. Ce temple est dédié à la déesse Inanna, qui sera connue plus tard sous le nom de Ishtar. On peut voir son visage un peu abîmé. 2 cornes marquent sa divinité. Elle porte une jarre qui contient l'eau de la vie. Comme décoration, ou pour marquer une valeur symbolique, elle est entourée de ce que certains appellent les serpents entrelacés. Il y a 6000 ans, ce symbole représentait les sciences. Certains chercheurs croient que c'est le symbole qui a précédé la croix égyptienne, qui est le symbole de la vie et de la création. Les recherches de Zecharia Sitchin soutiennent la théorie selon laquelle les serpents entrelacés seraient le symbole de la manipulation génétique et de l'ADN. Ishtar, qui a été sculptée dans la pierre il y a 6000 ans, est parfois représentée en train de s'envoler pour monter aux cieux. Dans la Mésopotamie ancienne, les secrets de l'astronomie et du ciel sont bien gardés. Ils sont étudiés à l'intérieur de lieux retirés par un groupe restreint de prêtres astronomes. Les sceaux cylindriques, comme celui-ci, sont les seuls vestiges de ces fameux secrets. Cette tablette d'argile porte l'empreinte d'un sceau cylindrique vieux de 4500 ans. Elle représente le dieu Enlil, qui donne une charrue aux humains pour les faire entrer dans l'ère de l'agriculture moderne. En regardant de plus près, on aperçoit un détail remarquable, une description détaillée du système solaire, identique à celle qu'on connaît aujourd'hui. En attendant, Cham a fait une bêtise, il s'est moqué de son père dans son ivresse, et lorsque Noé revient à lui, eh bien, il maudit son petit-fils Canaan. Et Canaan, c'est lui qui va s'installer, eh bien, sur ce que nous appelons actuellement le Grand Israël, c'est-à-dire toute cette partie du Moyen-Orient, dont le centre était la Judée, qui couvre actuellement une partie de l'Arabie Saoudite, la Syrie, une partie de la Turquie, en remontant, et puis évidemment jusqu'à la Mésopotamie. Donc, dans ce projet actuel de Grand Israël, eh bien, en réalité, lorsqu'on s'interroge sur savoir qui veut ce Grand Israël, eh bien, on remonte jusqu'aux descendants des Cananéens, c'est-à-dire les Khazars, les Khazars, cette peuplade d'Asie centrale dont sont issus la plupart des Juifs d'Europe de l'Est, en particulier, eh bien, à chaque fois qu'ils abandonnent le judaïsme, qu'ils deviennent des laïcs, comme le cas de Netanyahou, qu'ils deviennent sionistes, eh bien, ils retrouvent tout simplement leur identité khazare, et nos écritures nous disent qu'ils constituent le peuple de Gog et Magog, c'est-à-dire ce peuple sataniste de sorciers qui amènera une grande guerre à la fin des temps. De l'autre côté, tout ne se passe forcément bien, pas forcément bien chez les Sémites, puisque Édom, Ésaü, qu'on appelle aussi Édom, le rouge, ça veut dire le rouge, le rouquin, eh bien Ésaü, il perd son droit d'aînesse parce qu'il est très violent, il veut rester dans le nomadisme et il aura beaucoup de difficultés à se sédentariser. Donc on a toutes sortes de personnages qui nous sont présentés par la Bible, une histoire mythique qui recoupe bien à travers les mythes toute cette histoire de l'origine de l'homme, toute cette division du monde entre ces Asiatiques, ces descendants de Japhé, c'est-à-dire tous les hommes roux, tous les hommes du nord de l'Europe jusqu'à la Chine, descendants de Japhé, et puis ces hommes noirs qui sont les descendants de Cham et qui occupent toute cette partie africaine, et puis les descendants de Japhé, donc qui font tout le nord, les descendants de Cham qui font tout le sud, et puis les descendants de Sem, qui vont se placer au Moyen-Orient, puisque Dieu va leur donner les terres de Canaan, mais ils vont aussi s'installer sur le continent américain, et ils vont s'installer dans le sud de l'Europe, où ils vont donner naissance à l'Empire romain. Donc, qui sont ces Édomites? Eh bien, c'est ceux que nous appelons les Atlantes, c'est ceux que nous appelons aussi, eh bien, les Romains, et c'est ce peuple de Sodome et Gomorrhe, d'ailleurs, qui étaient des Édomites.
Les Chamites, eh bien, ce sont tous ces gens qui étaient en Afrique et en remontant vers le Moyen-Orient. Ils sont même allés vers l'Inde en remontant vers la Chine avec leur religion qui est donc le chamanisme. Et puis on a les descendants de Japhet, donc tous ces peuples de l'asiatique qui sont allés même jusque en Amérique du Nord et certains d'entre eux en Amérique du Sud, qui eux, eh bien, ont une unité linguistique, une unité génétique et une unité spirituelle. Et c'est très certainement ce qui unit le peuple breton et le peuple des Han en Chine, puisque nous avons des mythes qui nous renvoient chacun l'un à l'autre de notre côté, puisque les Chinois disent que l'origine de leur civilisation, c'est le premier ministre blanc de l'empereur jaune. Et du côté européen, eh bien, on a des contes qui nous disent que eh bien, notre civilisation, elle est liée à une très grande civilisation qui se situe en Orient et qui est le royaume du prêtre Jean. Le royaume de ce prêtre Jean, il a été recherché pendant toute la durée du Moyen-Âge. Il s'agissait évidemment eh bien, de cette civilisation chinoise dont faisait partie le Tibet, et quelquefois on a pensé que le Dalai Lama était ce fameux prêtre Jean. On se souvient aussi de ces chevaliers et de ces moines nestoriens qui ont amené le christianisme jusqu'au Japon, ce qui explique d'ailleurs qu'au Japon on retrouve des sortes de bouddhisme qui sont très proches du christianisme, avec le Bouddha Amida crucifié et sauveur, avec sa terre pure de l'Ouest, avec beaucoup de similitudes puisqu'il pardonne les péchés, etc. Il souffre pour les autres, qui rappelle beaucoup le mythe de Jésus. On a même un Bouddha, le Bouddha Avalokiteshvara, qui est un avatar d'Amida, qui rappelle beaucoup l'Eucharistie chrétienne à travers son mythe. Il a 1000 bras comme ça, et une petite partie de son corps va dans l'intégralité des êtres humains pour leur apporter l'éveil et la libération. Alors ces liens entre la Chine et la République populaire de Chine, ils sont aussi très anciens, parce que figurez-vous que nous, les Bretons, nous avons été annexés par les Français d'une manière assez honteuse et assez humiliante au XVIe siècle. Alors ça a été un bienfait pour la Bretagne, puisque la Bretagne s'est considérablement enrichie, mais ça a livré complètement donc notre noblesse bretonne à la noblesse française, en sachant qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes origines génétiques, puisque la noblesse française, elle se revendique de la succession du roi David, et elle est sémite, tandis que la noblesse bretonne, elle se revendique plutôt de Japhé, de ces peuples de la mer, de ces peuples eurasiatiques, voilà, de couleur blanche et de couleur plutôt jaune en Chine. On retrouve souvent dans les familles bretonnes des gens qui ont le type asiatique sans qu'on sache exactement pourquoi. Et ces liens très forts entre le peuple chinois et le peuple breton, ils se sont intensifiés au moment du mouvement autonomiste breton. Car non seulement les Bretons autonomistes ont reçu des financements du KGB, mais aussi du Parti communiste chinois, dans un moment où les républiques populaires pensaient qu'elles devaient aider les peuples à s'émanciper du capitalisme. Et comme les Bretons n'ont jamais été très branchés capitalistes, vous savez que les Bretons, généralement, ils votent à gauche, ils ont plutôt l'âme un peu socialiste, les Bretons un peu collectivistes, tout simplement pas parce que nous sommes marxistes, mais parce que les Bretons, nous avons encore cette idée de la synarchie, avec un de nos principaux mythes que vous connaissez, qui est le mythe du roi Arthur, avec ses 12 chevaliers de la table ronde et avec son royaume de justice et de paix. Nous avons aussi des contes merveilleux, comme le conte, le fameux conte du roi 10, de cette fameuse île 10, qui rappelle beaucoup le conte de l'Atlantide, ou en tout cas l'histoire de l'Atlantide. Et avec les Chinois, on s'aperçoit que nous avons les mêmes mégalithes. Donc quand on a un petit peu voyagé en Chine et qu'on s'est intéressé à la Chine mégalithique, on s'aperçoit qu'on trouve exactement les mêmes mégalithes en Chine qu'en Bretagne, et bien souvent avec les mêmes inscriptions. Cela veut dire que nous partagions la même civilisation et la même culture. Et à l'époque des années 70, où les Bretons, qui se sentent plutôt collectivistes et pas capitalistes, avaient envie de s'émanciper de la République française, de retrouver leur autonomie, eh bien, on a pu profiter de l'aide de la Chine et des Russes, parce que évidemment, avec une grande partie des Russes, notamment des Sibériens,
avec les Chinois et les Bretons, eh bien, on partage une même origine ethnique, celle de ces peuples de la mer, des peuples de Jaffé, des peuples de la mer et des rivières. Donc ces liens, eh bien, ils perdurent, nous avons des affinités sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Il faut savoir que l'Université de Bretagne, l'UMO, eh bien, elle reçoit le plus grand nombre d'étudiants chinois en France. Nous avons le plus grand nombre de doctorats chinois, et bien entendu, comme on a, les Chinois sont très belles, ils sont pas très grands, comme nous les Bretons, on n'est pas très grands. On a plutôt des belles femmes aussi en Bretagne. Eh bien, il y a beaucoup de mariages sino-bretons, et il y a une très très grande amitié qui est en train de se tracer entre la France et la Bretagne. On a d'ailleurs des maires bretons qui sont citoyens d'honneur de certaines villes chinoises avec des...
Brest, ville stratégique. Mais pourquoi cette région de France aurait-elle été particulièrement touchée? Existe-t-il des liens particuliers entre Brest et la Chine que cette contagion permettrait de mettre à jour? Avec ses 140 000 habitants, Brest n'est que la seconde agglomération de Bretagne et la 25e commune de France. Néanmoins, Brest est le siège de l'escadre de l'Atlantique et de la force océanique stratégique. La ville accueille le second port militaire français après Toulon et surtout la base de l'île Longue qui abrite, depuis 1970, la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire stratégique française. Depuis Richelieu, secrétaire d'État à la marine, de 1626 à 1642, la ville est un port militaire qui s'est développé autour de son arsenal. Le port accueille 42 navires de surface et 3000 marins. C'est aujourd'hui le plus important centre d'entretien de bâtiments de la Marine nationale. Brest est une ville universitaire tournée vers la mer qui accueille chaque année 26 000 étudiants. On y trouve de nombreuses écoles d'ingénieurs, dont l'école navale à Lanvéoc, qui forme les officiers de la Marine nationale. C'est à Brest que se situe l'une des deux écoles de conduite de navigation sous-marine en France, et l'école de Mestrance, qui fournit, avec les lycées techniques, une partie du personnel navigant de la force sous-marine stratégique. La ville concentre une partie de la recherche océanographique française. C'est aussi un peu plus loin en Bretagne que se trouve Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui forme les cadres de l'armée de terre, le pôle d'excellence cyber, à Rennes et Lorient, la DGA maîtrise de l'information, à Bruges. De plus, la région compte près de 400 entreprises qui travaillent pour l'industrie de la défense. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale de l'amiral Bernard-Antoine Moriot de Lille, commandant des forces sous-marines de la force océanique stratégique, le député Joachim Sonforger avait évoqué l'intérêt marqué de jeunes femmes chinoises pour les militaires basés en Bretagne, et notamment pour ceux de la Marine nationale. Parallèlement à l'envoi de nombreux étudiants, le Parti communiste chinois mène une stratégie de séduction et de lobbying multiforme à travers le renforcement de son image tant culturelle que politique auprès de la municipalité. Le renforcement de la présence chinoise à Brest pourrait avoir accéléré la pandémie et accéléré sa propagation au sein du bâtiment de la Marine nationale. Après sa mise à la mer à Brest, le porte-avions français Charles de Gaulle fut baptisé par le président Chirac en hommage à celui qui, se faisant une idée précise de la France, a dit non à l'occupation de son pays par l'Allemagne nazie, se levant depuis Londres pour incarner la résistance face au gouvernement de collaboration mis en place par l'occupant. Étrange destin que celui de ce porte-avions affecté par le virus, baptisé du nom de celui qui, après avoir été le libérateur de la France occupée par l'Allemagne nazie en 1944, fut le premier à reconnaître en 1964 la présence de l'Institut Confucius de Bretagne, basé à Rennes, et de son antenne dans l'enceinte de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, est un signe qui ne trompe pas. Organe de propagande du Parti communiste chinois, son but est de promouvoir habilement la langue chinoise et surtout l'amitié entre la France et le Parti communiste chinois. Si officiellement Qingdao est jumelé avec Nantes, c'est avec Brest, sa ville-sœur, pourtant presque 60 fois plus petite, que les relations sont les plus étroites. La Chine ne ménage pas ses efforts, au point que François Cuyandre, maire de Brest depuis près d'un quart de siècle, a été fait citoyen d'honneur de la ville, fait rarissime. Cela lui fait dire, selon des propos rapportés par le Quotidien du Peuple dès le 4 juillet 2012, « Je suis très fidèle à la ville de Qingdao. Qingdao est mon deuxième pays natal. » Au fil des voyages, les relations économiques entre les deux villes se sont développées. L'économie locale y trouve son compte. Les éleveurs bretons envoient entre 2000 et 4000 porcs par an en Chine par vol direct depuis l'aéroport de Brest-Guy Pavas. La politique de conquête du Parti communiste chinois est multiforme, invasive et discrète dans les régions propices au développement de ses intérêts. C'est vrai aussi dans le domaine militaire. Vous savez que la Bretagne, elle accueille le gros de la flotte de la marine française. On a beaucoup de marins français qui se sont mariés avec des étudiantes chinoises de Lorient ou de Rennes ou de Brest. Et c'est une grande amitié en réalité qui est en train de revenir au bout du jour entre les Bretons et les Chinois. On vit un parfait flirt, un grand moment d'amour, on se retrouve l'un et l'autre, et on retrouve beaucoup dans la culture chinoise de notre culture mégalithique bretonne. On retrouve aussi dans le confucianisme et le taoïsme un certain nombre de concepts auxquels nous étions très très attachés en Bretagne, c'est-à-dire l'honneur. Vous savez que les Bretons, ce sont les gens qui sont le moins condamnés au monde judiciairement. Ce sont les Français qui vont le moins au tribunal de travail. C'est l'endroit de France où il y a le moins d'inégalités en matière de salaire et où le chômage est classiquement
le plus bas. Donc on a des communautés qui fonctionnent bien, qui sont bien intégrées, et on retrouve ce grand amour qu'on a toujours eu, cette unité que nous avions avec la Chine. Il faut savoir que les Bretons sont les étudiants qui apprennent le plus le chinois en France, et on voit qu'il y a une espèce de lien qui s'est tracé eh bien, entre les deux extrêmes du continent eurasiatique, de l'Eurasie. Des étudiants chinois en masse à Brest. Est-il donc si étonnant que Brest ait recueilli au cours des dernières années les suffrages de nombreuses étudiantes chinoises venues poursuivre leurs études à l'Université de Bretagne occidentale, UBO, à Brest, et à l'École nationale supérieure de technique avancée, les étudiants chinois constituent en nombre le deuxième effectif de nationalité étrangère au sein de l'UBO, principalement dans la section de langue et civilisation française. Le nombre de doctorants chinois semble aussi avoir considérablement progressé dans des secteurs jugés sensibles. Ils sont parfois rattachés à des universités en lien direct avec des laboratoires de l'armée chinoise. Après 55 ans d'existence dans la mouvance de la CCI Bretagne Ouest, la Brest Business School est passée sous pavillon chinois en 2017. On compte actuellement plus de 50 000 étudiants chinois en France, un nombre croissant de mariages franco-chinois. Dans ce contexte estudiantin et dynamique, il n'est pas étonnant que les relations entre ces jeunes chinoises et les jeunes brestois, ingénieurs ou militaires, se soient développées, débouchant sur un nombre croissant de mariages au cours des dernières années. Le journaliste Antoine Isambard cite un rapport confidentiel du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dans lequel il est relevé le nombre accru de mariages entre militaires basés en Bretagne et des étudiantes chinoises. Un autre aspect aussi qui est également important, c'est que toutes les prophéties nous disent que nous, les Bretons, nous serons épargnés au moment du châtiment de la France, et nous serons épargnés par les invasions de migrants, et nous serons protégés des grandes destructions des centres urbains, et nous serons également protégés d'un bombardement atomique qui est annoncé sur la Grande-Bretagne. La Bretagne serait miraculeusement sauvée par l'anticyclone des Açores, qui rejetterait toutes les nuisances radioactives vers l'est de l'Europe, l'est de la France et l'est de l'Europe. Et puis, on aurait une aide providentielle qui fait que nous, les Bretons, nous ne subirions pas le châtiment de la France. Est-ce que ça veut dire que nos amis chinois seraient présents militairement en Bretagne? Eh bien, on peut tout simplement l'espérer, et on sait que dans les moments difficiles qui nous attendent, on peut compter sur les meilleurs amis qu'on peut avoir au monde, nos amis chinois, alors que l'expérience nous a montré que les Américains, auxquels nous avons donné leur indépendance contre les Anglo-Saxons, contre la couronne britannique, eh bien, sont assez ingrats envers nous, sont passés sous le contrôle de la couronne britannique et nous font la vie particulièrement dure en trahissant notamment tous les Irlandais et tous les Bretons de Grande-Bretagne, tous les Bretons continentaux qui ont immigré, qui ont d'ailleurs toujours été présents depuis les Vikings. Nous étions présents en Amérique du Nord. Donc on est très content de retrouver cette grande amitié avec la République populaire de Chine. Vous savez que souvent je vous parle plutôt en bien de la Chine. Les Américains ont le réseau Échelon. Ils étudient absolument la plupart de nos faits et gestes, 100% de nos faits et gestes. Ils utilisent toutes nos applications pour nos fichiers Facebook, etc., etc. Et vous voyez la façon dont Donald Trump est tombé sur TikTok. Et TikTok, eh bien, c'est comme les Shintok. On va beaucoup en parler cette semaine. En tout cas, demain, on reviendra sur l'affaire TikTok parce que, évidemment, ce qui est en train de se passer avec les menaces de Donald Trump contre TikTok, c'est qu'il a perdu l'électorat des jeunes aux États-Unis, un électorat qui habituellement ne vote pas beaucoup, mais qui, avec Black Lives Matter et avec donc l'affaire TikTok, risque de se ruer en masse sur les urnes pour faire élire une vice-présidente qui a d'origine indienne, blanche aussi, métisse, mais tout à fait japhétique et qui a jamais caché bien son ouverture de cœur et sa gentillesse et sa volonté de lutter contre les méfaits des banques et qui n'est autre que la candidate Elizabeth Warren. Voilà, je vous remercie. Vous voyez que il y a quelques mois, je vous avais annoncé des choses et que Elizabeth Warren était sortie de la course à la présidence. Je vous avais dit qu'elle reviendrait très certainement en tant que vice-présidente, elle ou une autre personne. En tout cas, Kuruma Harris ou Elizabeth Warren, on est vraiment dans le ticket gagnant.
auprès de Joe Biden, puisque très certainement, s'il était élu, ce qui sera certainement le cas, puisqu'il est déjà annoncé avec la majorité des voix, eh bien, il aurait un impeachment pour des affaires de corruption et de pédocriminalité. Quant à Donald Trump, il est fort possible qu'il soit élu, mais il serait avec 60 millions de voix, en profitant du système électoral américain et très certainement de la fraude électorale. Il faut savoir que Donald Trump n'est pas soutenu par le peuple américain. Il a obtenu 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton, et avec un bilan aussi désastreux que le sien, je doute fort qu'il y ait des candidats à sa réélection, ou peut-être à Marrakech ou à Mulhouse. En tout cas, des gens qui n'ont pas voix, si ce n'est au vote, mais en tout cas qui ont beaucoup voix au chapitre ces derniers temps, mais qui de toute façon n'ont pas droit au vote. Et ce sont évidemment les Américains qui se décideront, et Donald Trump est de plus en plus impopulaire. Mais c'est pas de sa faute, évidemment. C'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est les démocrates, c'est son vice-président, et peut-être même ça sera la faute des extraterrestres, parce que ce qui est bien avec Donald Trump, c'est jamais sa faute. N'est-ce pas? To fight COVID-19, we will lock down Wuhan. No human rights. To fight COVID-19, we will isolate infected patients. No human rights. To fight COVID-19, we will build temporary hospitals. They're concentration camps. No human rights. The virus is now under control in Wuhan. The city can begin to reopen. It's all about money. No human rights. What? For a long time, the US government has accused other countries of violating human rights. But are the human rights of Americans being protected? Our stock market is very, very good. Our unemployment rate is very, very low. I am making America great again. Mr. President, there's a new virus. I understand the virus better than anyone, but I will let our vice president lead the epidemic response. I thought you understood the virus better than me. The virus is very dangerous. Don't say that. It'll affect our stock market. Mr. President, the U.S. now has more confirmed cases and deaths than anywhere else in the world. And We did a very good job. our stock market is stumbling. What? Oh my god, we have to do something to save the stock market. Yes, action should be taken. Should I take responsibility? People are criticizing me. How about we lie? We lied, we cheated, we had entire training courses. No one understands lying better than me. Mr. President, should you take responsibility for your incompetent response to the crisis? Chinese virus, it's all China's fault. Mr. President, hundreds of thousands of people have died from the coronavirus in the U.S. You should take responsibility for this. It's the WHO's fault. Mr. President, isn't it all because of your lack of leadership? You are fake news. We are entrepreneurs. We have great health care. Reopen America. Freedom. We're young and healthy. We'd rather die than live without freedom. Freedom! I strongly agree with you. We don't have enough money to get proper treatment. It's too dangerous to reopen. We are old and vulnerable. Reopening is dangerous. No, our economy is more important. You are killing us. Don't ask me. Go ask China. Mr. President, the U.S. has hit a new record high in daily cases. It's Obama's fault. Mr. President, the U.S. has hit another new record high in daily cases. The Democrats' fault. Mr. President, the U.S. has hit another new record high in daily cases. Fauci's fault. Cuomo's fault. Cuomo's brother's fault. China's fault. WHO's fault. Tedros' fault. You are all fake news. Anyway, it's not my fault.
En 1914, des millions de Français ont été sacrifiés pendant la guerre de 14 avant d'être remplacés par une vague migratoire venant d'Italie, tout simplement parce que les républicains qui travaillaient pour la couronne britannique avaient décidé d'assassiner nos paysans et nos ouvriers dans un massacre qui ferait les affaires de la République puisqu'elle se maintiendrait et qui en même temps empêcherait le retour de la royauté puisque les monarchistes étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc diaboliser l'Allemagne, ça a été le rôle des instituteurs socialistes de la Troisième République. Ils ont lavé véritablement le cerveau de nos paysans et de nos ouvriers au nom du nationalisme et les ont préparés psychologiquement au massacre de 1914 à 1918. Il faut savoir que les Bretons ont été parmi les principales victimes de la guerre de 1914, puisque la République, qui les savait chrétiens, ainsi que les Vendéens et généralement les gens de l'Est de la France, ont été envoyés comme chair à canon en avant des troupes avec les troupes coloniales d'Afrique du Nord et d'Afrique. Pendant l'entre-deux-guerres, les mêmes instituteurs socialistes qui avaient dressé toute une génération au nationalisme et au nationalisme contre l'Allemagne au nom de la reprise de l'Alsace et de la Lorraine qui avait été perdue dans des conditions de guerre, c'est-à-dire de façon tout à fait légale. Pendant l'entre-deux-guerres, ces mêmes instituteurs socialistes de la SFIO notamment, ont dressé toute une génération de Français au défaitisme. D'abord la droite, à qui ils sont arrivés à convaincre avec l'Église catholique qu'il valait mieux faire aller avec Hitler qu'avec le Front populaire. Et ensuite avec les gens de gauche, les gens de gauche, les instituteurs socialistes, les ont convaincus que l'avenir c'était l'URSS, que c'était l'Union soviétique. Et en 1940, lorsque les nazis sont arrivés en France, la gauche était du côté de Staline, la droite était du côté d'Hitler. Et bien entendu, tout le monde était pour l'écrasement de la France monarchique, de la France traditionnelle qui a été écrasée et humiliée. Bien sûr, il y a eu un espèce de sursaut en la personne du maréchal Pétain, mais qui tout de suite, avec ses ambitions synarchiques, appuyées par nos organisations synarchiques, et en particulier la franc-maçonnerie martiniste, s'est retrouvé totalement écrasé et détruit dans l'œuf, puisqu'on lui a imposé immédiatement au maréchal Pétain le Premier ministre Pierre Laval, qui était du Parti socialiste, qui était totalement pro-allemand et aux ordres de la Gestapo et d'Hitler. De l'autre côté, De Gaulle, qui était payé par la famille Rothschild, s'était enfui en Angleterre et il avait proposé à la couronne britannique d'annexer la France et d'unir nos deux peuples et de donner aux Français un passeport britannique, que les Français et leurs empires rejoignent l'empire britannique. Et on trouve là toute la traîtrise républicaine. Pendant la guerre, les Français ont majoritairement collaboré, puisqu'on a la liste de 100 000 Français collabos qui sera publiée très certainement dans les mois à venir. Elle est parfaitement connue, les 100 000 familles de collabos français. Et après la Deuxième Guerre mondiale, nos instituteurs socialistes, socialo-communistes, ont préparé toute une génération à accepter la mondialisation, à accepter l'Union européenne, puis la mondialisation avec l'ONU, et en ont fait de parfaits petits mondialistes au service du supranationalisme, en particulier du projet sioniste de la couronne britannique servi par la République française. Pendant ce temps-là, les Bretons, ils ont toujours été un peu les enfants pauvres de la République française, humiliés, servant de peuple test pour un certain nombre de lois. Alors les Bretons ne se sont pas laissés faire. On a eu assez de lobbying pour faire tomber l'écotaxe, on a demandé les péages gratuits, le démantèlement du nucléaire en Bretagne, tout ça on l'a obtenu de dures luttes. À l'heure actuelle, on se retrouve dans la même situation un petit peu qu'en 1940 avec la marine française. En 1940, la marine française a refusé de suivre la gauche et de se mettre au service de l'Union soviétique qui était l'ami d'Hitler. La marine française a refusé de se mettre au service de l'Allemagne nazie, mais en même temps, la marine française a refusé de livrer ses bateaux au général de Gaulle et à la couronne britannique, et nos amiraux ont décidé de saborder la flotte française dans le port de Toulon.
Et chers amis qui êtes militaires, qui êtes de la marine française et qui m'écoutez, et généralement les Bretons, sachez que notre intérêt actuel est de rejoindre la République populaire de Chine qui maintiendra notre sécurité, notre développement économique et notre avenir et nous empêchera d'être à la fois des vassaux de l'Allemagne, à la fois des vassaux des États-Unis, en sachant que la Russie veut envahir l'intégralité de l'Europe de l'Est, plus l'Allemagne et bombarder la Grande-Bretagne, la France et le sud de l'Europe étant laissés aux invasions migratoires. Donc, pour le moment, et en tant que Breton, il est bien évident que notre intérêt bien calculé et bien sonnant est celui de s'associer avec la République populaire de Chine et de faire confiance à nos amis chinois. Et c'est un appel que je lance aux militaires français de la marine de rejoindre cette grande amitié avec la République populaire de Chine et d'y réfléchir à deux fois. L'intérêt actuel de la France n'est pas Donald Trump. L'intérêt de la France actuelle n'est pas Vladimir Poutine. Les seuls qui sont capables de nous aider et durablement dans le futur, ce sont les Chinois avec qui nous partageons notre génétique, avec qui nous partageons cette grande culture des mégalithes et qui ne nous ont ni déçus, ni jamais trahis. La Chine reste et demeure l'ami de la France et ça, c'est à vous de le découvrir. On le verra cette semaine avec une série d'émissions consacrées à l'amitié entre les Bretons et entre les Chinois et de tout ce développement qui se passe actuellement en Chine et de cette propagande anti-chinoise qui est menée depuis les États-Unis par les Illuminati, parce que les Illuminati, les Jésuito-Illuminati ont un seul pays qui leur résiste au monde, c'est la République populaire de Chine. Et notre intérêt est d'obtenir le soutien et de soutenir nos amis chinois. TikTok, si ce nom représente pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui le nouvel Instagram, autrement dit la plateforme la plus branchée où partager ses vidéos, elle est aussi devenue la nouvelle bête noire de Washington. Le président américain Donald Trump a émis un ultimatum à destination de l'application chinoise le 3 août dernier, vendre ses activités américaines à une entreprise américaine, et ce, avant le 15 septembre, ou quitter le territoire. À cet ultimatum s'est greffée une condition supplémentaire, un pourcentage conséquent de la transaction devra être versé au Trésor américain, une pratique qui ne trouve ni précédent ni base légale dans le pays. De fait, TikTok est dans le collimateur du gouvernement américain depuis déjà plusieurs mois. Mais pourquoi la très populaire plateforme de partage de vidéos courtes inquiète-t-elle tant les États-Unis? Pour une raison de sécurité nationale, a avancé l'administration Trump, qui soupçonne TikTok de partager les données des utilisateurs avec Beijing. En raison de ses origines, la filiale du holding chinois ByteDance a fait l'objet de nombreuses enquêtes, bien plus que ses concurrents, a affirmé Kevin Mayer, le PDG de TikTok. Néanmoins, les États-Unis n'ont toujours aucune preuve d'une fuite de données des utilisateurs provenant de l'entreprise chinoise. Les centres de données de TikTok étant en dehors de la Chine, aucune de leurs données n'est soumise à la loi chinoise. Cependant, TikTok, désormais l'application la plus téléchargée au monde, représente une menace pour Facebook. Selon le magazine américain en ligne Wired, la disparition de TikTok serait un cadeau en or pour son aîné qui, je cite, n'a pas vu venir sa croissance et n'a pas compris son génie, ajoutant que quand il a commencé à désespérément vouloir la copier, il était trop tard. En effet, le magazine souligne que sans TikTok, la route de Facebook vers le succès semble plus dégagée. Facebook a d'ailleurs diffusé une série de publicités promouvant la campagne de Donald Trump qui suggérait que TikTok espionnait ces dizaines de millions d'utilisateurs américains. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On rappelle que le réseau social américain a été impliqué à plusieurs reprises dans des scandales de confidentialité, celui avec Cambridge Analytica étant le plus connu. Face aux récurrentes accusations, Kevin Mayer a promis davantage de transparence et de dévoiler l'algorithme tant convoité de l'application pour montrer comment les données personnelles sont exploitées. Il a également appelé les autres grands réseaux sociaux à suivre son exemple, ce qui les a mis au pied du mur. TikTok est considéré comme la start-up du web la plus réussie de ces 10 dernières années. Le partage de vidéos courtes sur la plateforme est le premier service en ligne qui n'est pas proposé par les États-Unis.
Et c'est justement là que se trouve la plus grande inquiétude du gouvernement américain, la montée en puissance de l'industrie chinoise de la haute technologie incarnée par TikTok ou encore Huawei. Sous prétexte de sécurité nationale, l'administration Trump a condamné TikTok en accord tacite avec les géants américains de l'Internet. À travers cette affaire, Donald Trump montre, selon le Washington Post, un nouvel exemple de sa posture toujours plus hostile envers Beijing, qui fait écho à un courant anti-chinois plus large au sein du Parti républicain avant les élections de novembre. Et pour citer à nouveau le magazine Wired, la volonté de Donald Trump d'interdire cette source vibrante d'expression américaine et la tentative du président américain d'éliminer la concurrence dans une industrie qui en manque cruellement constitue un exploit rare de renverser en même temps deux des valeurs démocratiques fondamentales, la liberté d'expression et la liberté des marchés. Yeah.
小仏へ般若波羅蜜多高徳あのくたらす三の大高地般若波羅蜜多税内民衆税内領衆税無領衆税無等の衆の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多収束説収圧逆定逆定波羅